l'a trouvée cette sculpture? Alors, c'est une grande question. C'est une statue qui est un hommage à la participation de la France à la guerre d'indépendance américaine. Il n'a pas vraiment l'air de douter avec son doigt tendu. Non, il est sûr que c'est la bonne direction. Vous doutez, vous, ou pas du tout? Non. Non? Non, non, non. Non, vous doutez jamais, vous? Je suis sûr. Ah, vous êtes sûr aussi? Je suis sûr de Ah. ma connerie. Ah, d'accord. C'est une statue de bronze, bien sûr. Le bronze, c'est un Graal pour le sculpteur. Le bronze, c'est surtout la façon de pérenniser le travail. Pour moi, la valeur numéro 1, c'est travailler. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit, à votre avis, le maréchal Rochambeau, là? On ferait mieux d'aller travailler. Bon, vous, évidemment, vous sculptez une matière très, très particulière. On va donner quelques indices. Votre matière, elle peut être blanche, marron ou noire. Tout à fait. Elle peut être liquide ou elle peut être dure. Complètement. Elles sont plutôt divinement bon. Carrément bon. Bon, allez, on le dit, vous sculptez le chocolat. Faut imaginer que le chocolat, c'est comme pour Rodin quand il prenait du plâtre, de la terre. C'est exactement pareil, sauf que évidemment, il faut beaucoup de technique, et ce qui m'apporte un mode d'écriture qui est complètement libre, puisque je suis sans doute le seul à faire ça à cette taille, au moins, dans le monde. Bonjour Patrick Roger. Bonjour. Rodin du chocolat ou Picasso du chocolat, on verra ça ensemble dans cette émission. Vous êtes réputé aussi bien pour vos créations gourmandes que pour vos sculptures monumentales. On va en parler, mais avant on va se plonger dans l'univers de la beauté signé Yves Saint Laurent en allant visiter le musée qui lui est consacré. On y va? Plutôt très très bien. Ah, c'est un bon programme. Je Allez, on y va. pense. Ce musée, qui rend hommage à l'un des couturiers les plus emblématiques du XXe siècle, est installé dans ce magnifique hôtel particulier du 16e arrondissement. C'est ici que pendant presque 30 ans, toutes les collections d'Yves Saint Laurent ont été conçues. Des expositions temporaires donnent un éclairage nouveau à la collection permanente et offrent aux visiteurs de pénétrer dans l'intimité du créateur, indémodable, inoubliable. À l'honneur en ce moment, la collection Mondrian. Si on se replace en 1965, comment est accueillie cette collection? Elle est qualifiée de révolutionnaire. Et c'est vraiment cette collection qui va changer le destin de la maison. C'est vraiment un moment, en fait, où les rapports entre l'art et la mode sont en train, finalement, de totalement changer. Là, il ne collabore pas avec un artiste. Il transpose l'œuvre d'un peintre en 3 dimensions. Il passe d'un tableau à une robe, où la problématique, finalement, c'est comment porter un tableau sur soi, comment faire vivre, finalement, une œuvre en 2 dimensions. Là, vous avez gardé évidemment les iconiques, le smoking, la saharienne. Ce qui est intéressant dans ces iconiques et puis dans le style, je dirais, Saint-Laurent, c'est qu'il a su réadapter la garde-robe masculine pour les femmes, mais tout en conservant une féminité. L'idée de Saint-Laurent, c'était pas qu'une femme ressemble à un homme, pas du tout, mais qu'une femme puisse acquérir les mêmes codes qu'un homme pour assumer les mêmes responsabilités. Et en ça, il a vraiment accompagné l'émancipation des femmes. Ça n'a pas pris une ride. Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait défiler des mannequins dans ces tenues et on trouve ça incroyablement moderne. Oui. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très important chez Saint-Laurent, c'est ce qu'on a appelé le choc des couleurs, c'est-à-dire l'idée de mélanger des couleurs qui ne sont pas censées aller ensemble au début. Et ça, c'est vraiment une inspiration, je dirais, de l'Afrique du Nord, de son Algérie natale, du Maroc, mais aussi de l'Inde, de tous ces pays, si vous voulez, qui l'ont fait rêver. Bon, Patrick, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de nous emmener ici, visiter ce musée Saint-Laurent? C'est tellement proche par rapport à mon travail. La chance que j'ai, c'est d'être né sans culture, on va dire. C'est une chance. Oui, pour moi, c'est une chance. J'ai pas été à l'école, j'avais vraiment absolument rien. Et c'est l'école de la vie, simplement. Je viens du Perche, donc évidemment, j'ai jamais vu de défilé, j'ai jamais pris l'avion, j'ai jamais voyagé. Mais j'ai extrêmement bien mangé toute ma vie. Et puis, tout était l'esthétique. C'était très beau, mais sans le savoir. Donc là,
là, on est dans le cœur battant de la création. Absolument. C'est là qu'il crée ses modèles. C'est le cœur de la maison, c'est le studio, avec le bureau de Monsieur Saint-Laurent. Il crée toujours de la même manière. En fait, 2 fois par an, pour les collections printemps-été, automne-hiver, il allait à Marrakech. Il dessinait pendant 15 jours, sans s'arrêter. Il revenait ici, il rassemblait dans le studio tous ses chefs d'atelier. Donc chaque chef d'atelier repartait avec une pièce à fabriquer. Et là, on faisait une toile, c'est-à-dire la première transposition en 3D. Et c'est un mannequin vivant qui était engagé ici pendant la conception des collections, qui portait la toile, qui arrivait dans le studio, qui arrivait jusqu'au miroir. Monsieur Saint-Laurent était assis à son bureau et regardait le mannequin toujours à travers le miroir, jamais en direct. Jamais en direct. Non, parce qu'il y avait besoin de cette distance, il avait besoin finalement, pour apprécier le modèle, d'avoir ce reflet qui n'était pas totalement direct. Le miroir, par rapport à la pudeur aussi, c'est voir sans regarder aussi. Il y a peut-être un peu de ça. Je pense que vous avez raison. Et on arrive dans votre royaume. Donc là, on est au cœur de la fabrication. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors là, c'est évidemment le chocolat emblématique, c'est l'instinct, avec nos propres amandes. Et Daniel est en train de passer à l'enrobage l'intérieur du praliné. Bah, alors pourquoi l'instinct? Ah, pourquoi l'instinct? C'est à 18 ans, donc c'est mon premier chocolat sur la table de la cuisine, au poêlé, dans le village. Je le fais juste avec l'amour que j'ai, sans connaissance. C'est vraiment du sucre caramélisé, des fruits secs, donc amandes et noisettes, et puis les petites amandes dessus qui sont parsemées. C'est extrêmement simple. Et c'est ce qui va faire toute la partie emblématique, sans doute, de la maison. Patrick, racontez-nous comment vous êtes tombé dans la marmite du chocolat après, je crois, un parcours assez chaotique sur les bancs de l'école. Oui, un peu, mais surtout, ça démarre quand j'arrive à Paris. Au bout d'un mois, il m'envoie au poste de chocolatier. Je me fais virer de la pâtisserie, en gros. Et finalement, c'est comme ça que je vais comprendre, ou c'est plutôt la matière qui va me révéler. Et ça va être le début de l'histoire. Et là, je comprends que moi, je vais pouvoir me construire. Je vais avoir un passeport pour voyager, pour aller dans le monde. Parce qu'avec ce métier, c'est une ouverture incroyable. Bon, le chocolat, vous le façonnez, mais il vous a façonné aussi. Ah mais carrément, c'est vraiment cette matière qui me révèle, c'est évident. Ne serait-ce que la température des mains, j'ai une chance extraordinaire, c'est de m'adapter à mon environnement, d'adapter la température. Est-ce que je peux toucher des choses que personne ne peut toucher? Mais à quel moment vous avez décidé de sculpter? Vous auriez pu vous contenter de faire des petits carrés comme tout le monde. Et non, vous faites des sculptures magnifiques, monumentales. À quel moment c'est arrivé? Alors ça vient tout de suite à 18 ans, là, donc quand je me fais virer de la pâtisserie, le chef en chocolaterie lui repère tout de suite que j'ai une capacité d'autiste, on va dire, à répéter les tâches et surtout être extrêmement précis. Mais j'en savais rien. Et puis il va me confier tout de suite Jean-Paul Gaultier, Gainsbourg, des travaux assez exceptionnels de décoration au départ, et c'est comme ça que ça va démarrer. Alors, il y a des rencontres qui jalonnent un parcours. En ce qui vous concerne, je crois qu'il y a une femme qui a été importante à vos débuts. Elle est fascinée par vos créations et elle vous emmène dans la fonderie de Coubertin où sont passés Rodin et Giacometti. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, c'est une cliente, Mademoiselle Ratier. Dans le magasin Asso, elle s'aperçoit bien qu'il y a quelque chose qui est artistique. Mais elle ne sait pas mon parcours, elle ne connaît absolument pas. Mais par contre, elle a cette fascination. Et là, elle va m'emmener à la fonderie de Coubertin, voir un sculpteur qui s'appelle Busato. De là, je vais acheter mon premier petit bronze, un deuxième et un troisième. Et au bout du troisième, je vais me retrouver tout simplement dans la fonderie Suisse, qui font les pièces de Miro, Giacometti, Brancusi. Et là, je vais comprendre qu'avec ça, je vais pouvoir pérenniser mon travail. Le problème du chocolat, c'était ça. Ça tombe, ça fond, c'est infernal. Et je vais comprendre qu'en pérennisant par la fonderie mon travail, que je vais pouvoir transmettre surtout. Alors, comment est-ce qu'on transforme le chocolat en bronze? Oula. Alors, évidemment, cette matière, comme Brancusi, Giacometti, très souvent, il démarre avec de la terre ou du plâtre. Donc on passe une espèce de couche de silicone, élastomère, on l'appelle comme on veut. On va le protéger. C'est 15 étapes successives. Ensuite, on fait une chape en plâtre. Une fois qu'on a le plâtre, on va pouvoir démouler l'original et on va pouvoir le remplacer par de la cire. C'est ce qu'on appelle une cire perdue. Ensuite, cette cire ira au four et ça sera remplacé par le métal. Mais le processus est vraiment super long. Ça paraît simple, mais pas du tout. Et à partir de là, évidemment, on va retranscrire l'œuvre du sculpteur et surtout, on va pouvoir le garder, peut-être le faire voir.
Vos sculptures, elles représentent aussi souvent des animaux sauvages. D'où vous vient cette passion? Est-ce que c'est une volonté de sauver peut-être des espèces menacées? Moi, je pense que l'espèce la plus menacée, c'est sans doute la mienne, sans doute la nôtre. Si je ne fais pas attention à toute cette vie, aux gens qui sont autour de moi, à cette faune, je pense qu'on est vraiment cuit. On est dans un monde extrêmement taré, extrêmement égoïste aussi. Donc l'engagement est très fort. J'ai 50 hectares d'amandiers et de vignes. Donc ça, c'est une petite partie pour compenser évidemment ma taxe carbone sans doute. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un engagement qui passe effectivement par faire voir. Peut-être que évidemment les grands singes, c'est quelque chose qui est assez facile à transmettre. Et peut-être que si simplement je sauve 2 orang-outans, on aura peut-être sauvé 4 personnes, peut-être 100 hectares. Et j'aurais peut-être fait un petit bout de mon travail. Alors, qu'est-ce qui vous fait courir le monde? Est-ce que c'est le chocolat, cette volonté de trouver les meilleures fèves ou cette passion pour la nature sauvage? Non, c'est le monde pour le monde. Le chocolat est le dernier des prétextes. Et puis on est dans une mondialisation qui est assez incroyable. Jamais j'aurais pensé que la guerre en Syrie avait un impact pour nous ici. Syrie, par exemple, pour nous, c'est Épissache. Syrie, Iran, Turquie, et on achète en Sicile. Donc l'engagement, il est forcément partout et sur tous les territoires. Puisqu'on ira chercher le meilleur là où il est. En plus, j'ai pas de frontières. Bon, en tout cas, le meilleur, il est tout autour de nous. Ça donne envie de sentir, de goûter. Est-ce que vous goûtez souvent ce que vous créez? Je goûte pas, je mange de façon considérable. Je mange entre 500-600 grammes, quand c'est raisonnable, par jour de chocolat. Par jour? Par jour, c'est-à-dire environ 200 kilos par an. Mais ça peut être plus aussi. Eh ben, mais comment vous faites pour garder la ligne? Normalement, je suis un peu excité à la base, donc je brûle et je consomme pas mal. Nous allons à présent à la rencontre de la comédienne Delphine Depardieu. Rendez-vous au musée de l'Armée, où elle s'apprête à jouer dans une pièce de Pablo Picasso, Le désir attrapé par la queue. Un projet ambitieux et inclassable. Bon, allez par là. suivez. Delphine, alors Picasso le peintre, le sculpteur de génie, évidemment tout le monde connaît. Picasso l'auteur, on connaît moins. Parlez-nous un petit peu de cette pièce. Oui, la pièce, parler de la pièce comme ça, c'est assez difficile. Parce que c'est comme quand on regarde un tableau de Picasso, on regarde et on ressent des émotions. Ça sera ça, c'est ça, la pièce de Picasso. Après, c'est surtout le contexte. Pourquoi il a écrit cette pièce? C'est un acte de protestation, un acte de résistance. À l'époque, il était considéré comme un artiste dégénéré par l'occupant. Et donc, il ne pouvait pas exposer. Donc, évidemment, artiste qui boue, il décide de trouver un autre moyen d'expression. Et donc, ça passera par l'écriture. Avec 3 thèmes qui lui sont chers à l'époque, ça sera la faim, le froid et l'amour. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'on vous surnommait souvent le Rodin du chocolat, et vous m'avez dit oh, non, moi je préfère être le Picasso du chocolat. Pourquoi? Je suis plus proche de Picasso, mais Picasso, j'ai mis pas mal de temps à comprendre. Et un jour, on m'a offert un livre, et j'ouvre le livre, je referme tout de suite, et là j'ai compris. À partir du moment qu'il n'y a plus à discuter ou plus à parler, la Russie, oui, pour moi, elle est là. C'est vraiment, tu dois en prendre. On parlait tout à l'heure de l'Amazon, le caramel citron vert. On va faire un pont avec quand on se nourrit. Tu goûtes, pof, t'en prends plein la gueule. Et ça, c'est, voilà, ça, c'est gagné. Delphine, vous avez un patronyme célèbre. Vous êtes donc la fille d'Alain, la nièce de Gérard, la cousine de Julie. Est-ce que ça a été un atout pour embrasser cette carrière, ou est-ce qu'il a fallu vous battre pour imposer votre prénom? Ah oui, alors ça, totalement. Un atout. Il ne faut pas être malhonnête. Ça m'a ouvert des portes, mais il a fallu que je les laisse bien ouvertes parce que je ne suis pas forcément aidée et qu'on fait ses armes seul dans cette famille. Et j'ai ma place maintenant au théâtre grâce à mon travail. Je vais vous gifler, je vais le faire. Partez, sortez. Pas question. Vous allez recevoir ma main sur le nez. Allez-vous-s'en! Je ne sais pas si vous le savez, mais Patrick a réalisé une sculpture de Gérard Depardieu. 5 sculptures de Gérard, donc c'est carrément une fascination. C'était je rencontre tardivement dans Mammouth, simplement la bande-annonce. Et là, là c'est le coup de foudre, quoi. Et je dis, s'il y en a bien un que je dois rencontrer, c'est lui, quoi. Puis un jour, il va me dire oui pour une première rencontre.
Il dit, tu me veux quoi? Je veux simplement faire des sculptures. Il me dit, je me suis déjà fait baiser par un sculpteur. Oh putain. Bon voilà, donc tu descends à chaque fois. Bien. Tu descends d'étage en étage, mais tu sens bien qu'il y a quelque chose où on a des racines qui sont extrêmement proches. Voilà, si tu dois choisir un ami dans la vie, c'est lui, quoi. C'est ce mec, quoi. Et c'est l'heure à présent de soumettre Patrick au questionnaire des internautes. L'instinct. L'instinct. Ouais. La provenance, c'est Madagascar. Pourquoi? Parce que c'est le chocolat qui est régi par mon corps. C'est lui qui décide. Alors, toutes les chutes, tout ce qui va de travers, je récupère. Cette matière, c'est la plus sensuelle, la plus sexy. Et en plus, elle se mange. Merci Patrick. Ainsi s'achève votre émission. Vous pouvez revisionner Le Paris des Arts de Patrick Roger sur notre site internet. Et puis, vous le savez maintenant, Le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. À très vite pour de nouvelles aventures. Merci. Et là, on est sous votre statue. Sous la molaire.